Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. 115 km de chemin de fer Kisangani-Boudou. La réhabilitation est certaine. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, votre communication a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord irrelatif. La résolution 2773 doit être d'application immédiate. La situation humanitaire est précaire. Aucune tergiversation n'est compréhensible. Les vies humaines en dépendent. L'intervention de la ministre d'État en charge des affaires étrangères au Conseil de sécurité a sonné une fois l'alerte. Le deal minier RDC fils et filles du Congo tout entier, ceux du Maniema aussi, ceux vivant à Kinshasa ont eu l'occasion de recevoir les réponses nettes et claires sur la question sécuritaire, en plus des détails sur les deals miniers. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. C'est parti pour une des meilleures d'informations. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en tête-à-tête son homologue du Togo, désigné par l'Union africaine médiateur, avec qui ils ont échangé sur la reprise du processus aligné de Luanda, Nairobi. Bien avant, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également reçu l'envoyé spécial du président zambien, porteur d'un message confidentiel. Suivez le condensé de ces deux audiences avec Rachel Foutou. 4 jours après sa désignation par l'Union africaine pour conduire le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en remplacement du président angolais Joao Lourenço, le nouveau médiateur et président togolais Faure Gnassingbé a effectué ce mercredi une visite à Kinshasa juste après sa rencontre le même jour à Luanda avec le président Lourenço, actuel président de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec les délégations des deux pays. Et sur le début de soirée, en sa résidence de Mongalema, le président Gnassingbé est venu s'entretenir avec le chef de l'État sur la reprise des processus de paix en RDC. Les deux chefs d'État ont échangé sur les contours du processus aligné de Luanda-Nairobi qui désormais devra être conduit sous la médiation du président togolais. À l'issue de cet échange, le nouveau médiateur n'a pas fait de déclarations à la presse. Bien avant ce tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial du président de la Zambie, accompagné du candidat unique de la SADC à la présidence de la Banque africaine de développement, BAD. M. Enoch Kamvindele, l'envoyé spécial zambien, dit avoir apporté le message du président Hakainde Hichilema à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yes, my name is il a envoyé porteur d'un message que le président Hichilema a envoyé à son frère, le président. Donc ce message, c'est un message confidentiel. Is that we want to see peace in the Democratic Republic of the Congo. Le message que nous apportons, c'est un message de paix. Nous voulons voir que la paix règne dans les territoires souverains de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas que des agresseurs ou des étrangers agressent ou entrent dans la République démocratique du Congo. L'émissaire zambien a également présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi le candidat unique de la SADC à la présidence de la BAD. Samuel Munzele Maindo sollicite le soutien de la RDC pour remporter ses postes au profit de la sous-région. And to share my vision for the African Development Bank, so far as it relates to the DRC. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité ce jour de partager avec son Excellence, le chef de l'État, le président Tshisekedi, ma vision, mon ambition pour les infrastructures, pour l'énergie et l'agriculture de la République démocratique du Congo. Nous, si je suis élu président, nous allons travailler ensemble pour le désenclavement non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi relier les infrastructures
entre les villes du pays. The most important, I have worked for 20 years at the World Bank. Tout au long de ma carrière, pendant plus de 20 ans au sein de la Banque mondiale, j'ai travaillé dans les zones de troubles, j'ai travaillé dans les pays où il y avait des problèmes, comme en Asie ou plutôt en Afrique. Ma stratégie, c'est de travailler avec tous les partenaires pour investir d'abord dans la paix, pour investir dans la sécurité, pour investir dans les infrastructures qui vont accompagner la paix dans la sous-région. La RDC et la Zambie entretiennent de bonnes relations diplomatiques. La délégation zambienne est sortie de la résidence du Mongalema avec un sentiment de satisfaction. À Brazzaville, Samalou Kondé a sollicité et a obtenu l'appui de la communauté d'assemblées et sections Afrique des assemblées parlementaires francophones aux sanctions contre le Rwanda et ce supplétif du M23 AFC ainsi que la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies, un lobbying qu'a mené le président du Sénat lors des travaux à huis clos de la 16e conférence de l'APF. Janine Kalenga, Jules Piana et bienvenue Salah. La 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie qui se déroule depuis le 15 avril 2025 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, a offert l'occasion au président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samal Kondé, de mobiliser ce père de la communauté des assemblées parlementaires de la francophonie pour une solidarité sans réserve avec la République démocratique du Congo dans le cadre de la recherche de la paix dans sa partie orientale, menacée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Dans le cadre de cette solidarité, Jean-Michel Samal Kondé a demandé et obtenu de participants de prendre en compte dans les communiqués finaux de la rencontre les différents processus dans lesquels la RDC est engagée pour un règlement pacifique du conflit armé qui décime les populations congolaises et aggrave la situation humanitaire dans la partie orientale de la RDC. Nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone. Nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773. Que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire. Le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé, qui souligne aussi le bon travail abattu par la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo à ses assises, évoque la détermination conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC à poursuivre cet élan. Notez que la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé. L'urgence humanitaire en RDC ne peut plus attendre. Devant l'ONU à New York, Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères, a lancé cet appel vibrant à une mobilisation humanitaire immédiate pour une solution diplomatique à la crise dans l'est de la RDC. Cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC intervient 2 mois après l'adoption par ce Conseil de la résolution 2773 dont la mise en œuvre piétine jusqu'à ce jour. Oscar Balkaïch. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a souligné devant les membres du Conseil que la résolution 2773 ne doit pas rester lettre morte. La coalition RDF M23 continue ses violations comme si la volonté du Conseil ne s'était jamais exprimée, comme si la résolution était vouée à rester lettre morte. Nous ne sommes pas du même avis. Cette résolution est un instrument vivant, voué à protéger des vies, à restaurer la légalité, à préserver la paix. Des millions de vies dans l'est de la RDC attendent toujours sa mise en œuvre intégrale. Thérèse Kayikwamba a peint par ailleurs un tableau sans concession dénonçant l'inaction face à la persistance
des violations par le M23 et les forces rwandaises de défense RDF en dépit de cette résolution. Le M23 et ceux qui le soutiennent doivent dès maintenant respecter l'autorité de ce Conseil en se retirant de manière immédiate, pleine et inconditionnelle du territoire congolais. Cesser toute obstruction aux opérations humanitaires et ne pas empêcher la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Cesser toutes les attaques contre les civils, les camps de personnes déplacées, les hôpitaux et les écoles. Tout en saluant les premières sanctions imposées à l'encontre du Rwanda et du M23, la chef de la diplomatie congolaise a aussi exigé du Conseil de sécurité des mesures claires contre l'agresseur de la RDC, le Rwanda. C'est notamment des sanctions contre la chaîne de commandement RDF, révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur des troupes, imposer un embargo sur les minéraux issus de l'exploitation illégale en RDC et mettre enfin en place un régime de notification sur les transferts d'armes vers le Rwanda. Thérèse Kayikwamba a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale pour l'urgence humanitaire en République démocratique du Congo. Les rideaux sont tombés sur l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, une belle occasion pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka de lancer un appel pour la refondation de notre justice pour qu'elle soit un pilier inébranlable de l'état de droit. Cette clôture a marqué un tournant décisif pour la réforme du système judiciaire en RDC. Chimendondo Pompomba. La clôture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, tenue ce jeudi 17 avril 2025, a acté 59 résolutions et 8 recommandations ambitieuses. Objectif affiché, redorer l'image d'une justice congolaise souvent décriée. Des mesures phares on peut retenir la numérisation intégrale de services judiciaires pour plus de transparence et de célérité. La construction des cités logistiques ou judiciaires dans toute la province incluant palais de justice et logement pour magistrats. L'autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire avec 736 milliards de francs congolais prévus en 2026 et la création de juridictions spécialisées. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer l'autorité de l'État face aux défis sécuritaires et institutionnels. Dans ces régions où l'agresseur et ses supplétifs privent nos compatriotes de leurs droits fondamentaux, je réaffirme la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ainsi que celle du gouvernement que je dirige, à restaurer l'autorité de l'État. Nous ne céderons pas face à ceux qui cherchent à désacraliser votre noble mission de juger. Dieudonné Kamuleta Badibonga, président du Conseil supérieur de la magistrature, a salué ces avancées et a promis une application stricte de résolutions. Après débat, 59 résolutions et 8 recommandations ont été adoptées, au nombre desquelles il y a lieu de citer. 1. La recommandation relative à la mise en œuvre de la vision du magistrat suprême, exprimée dans toutes ses interventions concernant le fonctionnement de la justice afin d'en extirper l'État et d'en installer la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire. 2. La résolution sur la numérisation de tous les services de la justice pour besoin de célérité et de transparence dans le traitement des dossiers judiciaires et administratifs. La session s'est achevée sur l'adoption d'une feuille de route quadrinale alignée sur les objectifs de magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Où sommes-nous avec le projet ambitieux du couloir vers Kivu, Kinshasa, un projet qui vise à sauvegarder le bassin du Congo? Eh bien, le sujet a fait débat au cours d'un échange entre le conseiller principal du chef de l'État au Collège de l'environnement, Tossi Panopano, et d'autres experts. Regardez. Des étendues sauvages à perte de vue, les bassins du Congo, les plus grands puits de carbone des forêts tropicales du monde, est un espace à préserver. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du dernier forum économique mondial de Davos, avait présenté un ambitieux projet dénommé les couloirs verts Kivu-Kinshasa, un projet pour répondre à la crise climatique croissante au monde. Ce projet, qui vise à sauvegarder l'avenir du bassin du Congo, a été longuement débattu
Au cours de ces échanges entre les conseillers principaux du chef de l'État au Collège de l'Environnement, Tossim Panoupanou, et le directeur général de l'UCCN, Yves Milangangaï. Ces deux personnalités ont examiné la faisabilité de ces projets qui visent à protéger 108 000 km² de forêts vierges abritant des espèces emblématiques telles que les gorilles des montagnes et l'okapi. Ces projets ambitionnent également de transformer des zones marquées par des conflits en pôle économique stable. Un projet salvateur que ce conseil du chef de l'État a rassuré son hôte de son implication personnelle pour sa mise en œuvre rapide. Nous savons le rôle que joue l'ICCN par rapport au volet environnement. Et il était donc important que je puisse m'entretenir avec son directeur général pour qu'il me brosse un tout petit peu l'état des lieux, notamment le projet phare, le couloir vert Kivu-Kinshasa, qui est un projet qui revêt une appropriation politique au niveau le plus élevé de l'État. L'autre objectif de ces projets est la création de plus de 500 000 emplois, dont 20 000 destinés aux jeunes et femmes démobilisés des groupes armés. Modernisation des installations de la police nationale congolaise, eh bien, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vient de procéder au lancement officiel des travaux de construction d'au moins 240 postes de police dans la capitale congolaise. Jacques Chabani vient ainsi poser la première pierre pour la construction de ces installations pour une durée d'exécution de 3 mois. Bobo Anan Mokonzi. Pour une durée d'exécution de 3 mois, ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation des installations de la police nationale congolaise. Ces 80 sous-commissariats qui seront construits viendront s'ajouter aux 80 sous-commissariats prévus dans la zone Kin Centre et les 80 autres dans la zone Kin Est, atteignant ainsi le total de 240 sous-commissariats sur l'ensemble de la capitale congolaise. Cette initiative fait partie du deuxième pilier du programme gouvernemental visant à garantir la sécurité de la population congolaise à travers des réformes de la police nationale congolaise comme stipulé dans les lois de programmation policière que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, défendra devant les élus du peuple. Tous nous sommes conscients des défis sécuritaires que traverse notre pays, des défis dont notre police nationale est amené à relever pour mieux sécuriser nos populations. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, a insisté sur le respect du chronogramme en affirmant que les 80 sous-commissariats doivent être livrés dans un délai requis, tout en rappelant que ces constructions vont s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est un projet d'une durée de 3 mois. Il va nous livrer 80 postes de police qui rempliront toutes les conditions pour que nos agents de la police se retrouvent dans des meilleures conditions de travail. À noter que chaque sous-commissariat sera composé d'un bureau pour les commandants, un autre bureau pour l'officier de police judiciaire, ainsi que d'un lieu de détention pour la garde à vue, séparés, l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes. Long de 115 km, la voie ferrée Kisangani-Ubundu va bientôt être réhabilitée. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies, Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, vient de présider la cérémonie de signature de protocole d'accord y afférent en présence des partenaires impliqués dans la réalisation de ce grand projet. Nicole Seseploka. La signature de ce protocole d'accord concrétise un partenariat entre le gouvernement congolais, l'entreprise congolaise Masco Energy Construction SA, la firme sud-coréenne KSI et la banque Equity BCDC. Une initiative évaluée à plus de 257 millions de dollars américains avec un début des travaux annoncé pour le mois de juin prochain. Nous avons signé le protocole après les études de faisabilité qui ont déjà été faites et il n'est resté que la signature de ce protocole pour nous donner un go. Le gouvernement nous a donné un go et nous avons une grande banque de la place qui a crié à ce que nous faisons. En tout cas, il n'y a pas d'handicap qui fera en sorte que rien ne soit mis sur pied. Le projet intègre aussi un plan de maintenance solide pour garantir la durabilité des infrastructures. Toutes les conditions sont réunies pour transformer ces corridors ferroviaires en un véritable moteur de croissance régionale. Dès que nous commençons au mois de mai, notre société aura la capacité d'engager 2350 personnels. Déjà au mois de mai, je suis avec mes partenaires KSC, qui est notre partenaire principal. En plus de cela, nous avons Korea RC, qui est spécialiste en chemin de fer.
Et nous avons aussi RS qui fabrique des wagons. Toutes les structures sont mises en place pour que au mois de mai, nous commençons. Le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, à travers cette action, confirme ainsi l'engagement du gouvernement à relancer les grandes infrastructures et à connecter les Congolais du fleuve à la voie ferrée. La compagnie aérienne Mongabaon vient d'enrichir sa flotte avec l'acquisition d'un nouvel appareil. La réception de cet avion de ligne a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa en présence de plusieurs témoins, nous dit Eric Abamba. Pendant que le FARDC et le Ouazalendo défendent les couleurs traditionnelles face à l'agression rwandaise, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'aviation dans le but de réunifier le pays, désengorger certains coins et surtout faciliter les transactions et fret. C'est dans ce cadre que Mongabaon Airlines apporte un plus. Un nouveau Boeing 737-300 fret version cargo est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Njili pour démarrer ses vols commerciaux le dimanche 20 avril. Annonce faite par le directeur responsable de cette compagnie, Jean-Marie Loussamaki, qui précise que cette démarche répond à l'appel du chef de l'État qui tient à la réunification du pays. Avec une capacité de 15 tonnes, ces nouvel avion symbolise la vision audacieuse d'un fils du pays qui tient à soutenir les efforts du gouvernement de la République. Mongabaon envisage de reprendre ses vols commerciaux dès ce dimanche. L'arrivée de cet avion vient renforcer nos actions commerciales et puis notre présence sur le marché. Ce Boeing, c'est un Boeing 737-300 Freighter. C'est un avion cargo qui a une capacité d'emport de 15 tonnes. Et on peut même transporter des véhicules. Ces derniers révèlent cependant que cette compagnie reprend ses vols commerciaux vers les grandes destinations nationales, Lubumbashi, Isiro, Beni, Kisangani et Bunia, dans le seul but de booster la vision de la réunification du pays prônée par le chef de l'État. Cet appareil va ainsi relier et désengorger les différentes villes où l'accessibilité pose problème. La participation de la RDC aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, la préparation de la première revue des programmes de facilité élargie de crédit ainsi que la conjoncture économique, autant de sujets évoqués au cours de la troïka politique présidée ce jeudi par le ministre des Finances Doudou Fomba. Les détails avec Sylvie Moembo et Ibrahim Chako. Au cours de cette réunion de la troïka politique monétaire, des orientations ont été données par le ministre des Finances Doudou Fomba Likunde Libotaï et le ministre d'État au budget Emebo Jisongara pour une participation efficace de la République démocratique du Congo aux assemblées des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ainsi que pour préserver l'image du pays auprès de ces institutions. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place la rigueur dans la gestion des finances publiques et la crédibilité internationale au cœur de l'axe gouvernemental. S'agissant de la première revue de 2 programmes FEC, FRD, conclus récemment entre la RDC et les FMI, la troïka politique a constaté que tous les indicateurs presque sont ouverts. Sur le plan des critères quantitatifs, l'essentiel des critères, c'est-à-dire des engagements en termes monétaires, sont respectés. Il y a un seul critère qui n'a pas été atteint du fait, vous en doutez, de la montée de l'augmentation des dépenses sécuritaires. Et ça, c'est justifié par les contextes de guerre que le pays vit et que le gouvernement n'a d'autre choix que de mettre en œuvre, d'utiliser tous les leviers pour défendre le pays. Par ailleurs, dans le chapitre de la conjoncture économique de la RDC, le coordonnateur du CTR a relevé que la stabilité est préservée, l'inflation maîtrisée et le taux d'échange relativement stable. Autant d'éléments qui confortent la vision du chef de l'État en matière de gouvernance économique responsable et durable. Réinsertion professionnelle et autonomisation socio-économique des personnes démobilisées de l'Est du pays. Eh bien, le ministère de la formation professionnelle est mis à contribution. Le ministre Marc Ekila et le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu et Désiré Ntangantita, ont apposé leur signature au bas du protocole d'accord qui permettra aux démobilisés de bénéficier des formations pour leur réinsertion dans la communauté Peggy Mukunda.
un lien vient d'être créé au cours d'une journée pédagogique à travers la signature d'un protocole d'accord entre la formation professionnelle et le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS portant sur la réinsertion professionnelle et l'autonomisation socio-économique de personnes démobilisées. Ce protocole d'accord a été signé par le ministre de la formation professionnelle Jean-Marc Ekila et le coordonnateur national du PRDRCS Jean Dédié Désiré Ntangatita. Voir cette activité commencer, je vais voir encore le jour de son excellence, monsieur le président de la chef d'État, donner l'instruction. C'est vraiment cette émotion-là qui m'anime d'avoir été à la conception des textes et être aujourd'hui parmi un des éléments détonateurs de la structure. Pour les patrons de PRDRCS, ces partenariats marquent une étape capitale dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale du programme. La signature que nous avons aujourd'hui incarne les passages du principe à l'action. On ne reconstruit pas un pays avec des slogans, on le reconstruit avec des compétences, des métiers, des outils, des rêves et des parcours de vie réalisés. Les explications sur ces protocoles d'accord ont été fournies par le coordonnateur adjoint du PRDRCS chargé de l'administration et des finances, William Balika. La cérémonie a également été marquée par une projection sur la présentation du programme assurée par la coordonnatrice adjointe chargée des questions techniques et professionnelles, Marie-Chantal Lumba. Ces partenariats ouvrent la voie à de nouvelles perspectives pour une réinsertion durable et une stabilité renforcée des communautés. La province du Maniema, à travers ses ressortissants, est préoccupée par l'insécurité qui la guette. Ajouté à cela, le deal entre la RDC et les USA, la province du Maniema est-elle concernée? Des questionnements qui ont trouvé leur réponse auprès de l'un des notables de ce coin, l'honorable Jean-Marie Kalumba Youma, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, qui leur a rassuré de la volonté du chef de l'État de faire profiter à tous les Congolais leurs mines, sans oublier ces efforts de rétablir la paix à travers le pays. Ils sont à Kinshasa, mais ils ont gardé le cordon ombilical avec leur Maniema natal. Son développement et l'insécurité qui guettent la province sont leurs préoccupations quotidiennes. Jeunes, femmes et hommes ressortissants de cette partie du pays voulaient avoir les informations fraîches de terrain et s'assurer que le deal minier en perspective entre la RDC et les États-Unis concerne le Maniema aussi. L'honorable Jean-Marie Kalumba Youma, qui revient de ses vacances parlementaires, s'est exercé à les rassurer sur la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire profiter les Congolais de leurs mines, le sens même du deal minier entre les États-Unis. Sur le plan sécuritaire, les efforts du chef de l'État démontrent la détermination d'en finir. L'action de Ouazalendo sur le terrain exprime le mieux la volonté populaire de mettre fin aux aventures perpétuelles de déstabilisation de l'Est de la RDC. Le chef de l'État est en train de mettre des moyens essentiels pour mettre fin à la guerre. En tant qu'élu du Maniema, je devais rassurer la population du Maniema que tout se passe bien, qu'ils ne puissent pas paniquer. Nous tous, nous devons nous considérer comme protecteurs de cette nation. Le Ouazalendo, c'est un protecteur de la nation. Il protège sa terre. Nous devons communiquer d'une manière permanente. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qu'on n'a pas le contrôle sur lui, qu'on dénonce et qu'on se mette ensemble pour protéger notre nation. Doublement élu de la circonscription de Pangui, Jean-Marie Kalumba s'est dit satisfait de l'intérêt de l'assistance qui leur impose le devoir de redevabilité. La population et ses élus du Maniema sont derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, les chrétiens catholiques du monde entier commémorent le jeudi saint, jeudi précédent Pâques, l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ lors de la Sainte Seine, dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation. Jacques Kabouaba nous replonge dans la célébration de la messe de jeudi saint. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique universelle a célébré le jeudi saint, le jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie, lors de la scène qui est le dernier repas, pris avec ses apôtres
avant son arrestation à Getsemane. À la paroisse Saint-Albert, ici de la ville-province Kinshasa, le célébrant Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, a dans son homélie tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, rappelé aux fidèles qu'avec la messe du jeudi saint, l'église commence le Triduum pascal et s'applique à rappeler la dernière scène. Jésus a-t-il poursuivi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres le commandement nouveau, l'amour à la pratique auquel le monde les reconnaîtra. Mais le Christ a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement. Il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'Église. C'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres. Lui, les serviteurs souffrants, s'est donné à nous à travers l'Eucharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie. Il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds. Quel signe d'humilité et d'effacement! Le chrétien a conclu les célébrants devait suivre le Christ sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu le jour de son baptême. Rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrements. Sa prise de parole était attendue lors de la séance de redevabilité. Le directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale a présenté le bilan trimestriel des différents événements dans cet établissement public. Il a par la même occasion levé l'équivoque sur la question de la gestion du centre et l'Institut national des arts. Cédric Enina et Bijou Kamba. Après des mois d'expérimentation, le Centre culturel et artistique a enfin dévoilé son premier bilan trimestriel. Une étape cruciale pour évaluer le fonctionnement de cet espace de 97 000 mètres carrés destiné à devenir un grand carrefour de la culture et de la créativité. Dans cet exercice de redevabilité face aux professionnels des médias, le directeur général Baloufou Bakupa Kaninda a révélé le fait que son établissement vit grâce aux frais de participation des tierces et s'appuie sur une équipe de près de 80 personnes dévouées pour son fonctionnement. Le centre, c'est un ouvrage énorme qui est toujours en rodage. Nous avons fait des activités ici, des grandes activités dont Missa Congo, Debout Peuple du Congo. Nous avons fait une collecte de fonds qui va aider des cinéastes de Goma et de Bukavu. Nous avons un public qui grossit de plus en plus et qui est ému de découvrir d'abord le cinéma sur grand écran. Par ailleurs, le directeur général a dissipé tout malentendu sur la question des gestions avec l'INA, car a-t-il dit, sa mission est de faire de ces centres un espace vivant, accessible à tous et un moteur de développement pour le projet culturel. Les centres n'est pas un lieu de commerce, c'est un lieu de production, un lieu de l'éducation à la culture. C'est un centre qui est fait pour accueillir les experts, les enseignants pour l'INA ou le créatif pour les centres qui viennent. C'est un lieu de développement des projets. Les centres culturels et artistiques est un projet ambitieux, porteur d'espoir pour la culture congolaise. Entre promesses ténues et défis à relever, l'avenir de cet espace unique reste à écrire. Désormais, les résultats qui sortiront des laboratoires de l'hôpital Monkole et AG ne feront plus l'objet d'aucun doute au niveau international. Les laboratoires de ces deux hôpitaux viennent de recevoir chacun de l'accréditation internationale. C'était en présence de plusieurs partenaires et acteurs œuvrant dans ce secteur. Eric Abomba. Un à un, le staff médical de l'hôpital Monkole avance sur ses podiums pour recevoir avec beaucoup de fierté et d'honneur l'accréditation internationale de leur laboratoire. Comme eux, l'hôpital HJ aussi vient de recevoir ses sésames, virus, nouveaux vaccins et médicaments qui seront analysés au sein du laboratoire de ces deux hôpitaux seront désormais reconnus des qualités au niveau international. Une grande fierté pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui a accompagné ces deux structures sanitaires tout au long de ces processus. Un résultat qui est vraiment à féliciter, à saluer. On est très contents
On va continuer dans ce sens de travailler ensemble avec les institutions de la République démocratique du Congo. Global Health System Solution, qui s'est investi dans le renforcement de capacité du personnel des laboratoires, s'est dit aussi flatté par ces couronnements. Votre engagement a été crucial pour créer un environnement politique favorable à l'amélioration durable de la qualité des laboratoires. Au cours de la dernière décennie, GHSS, en étroite collaboration avec ses partenaires et le ministère de la Santé, a œuvré sans relâche pour améliorer le paysage des laboratoires en RDC. Les deux laboratoires ont rempli toutes les exigences requises au niveau international, allant du prélèvement des échantillons jusqu'à la publication de résultats finaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce journal a été coordonné par Jacques Kababa, réalisé par Simon Kankolongo et Jonathan Moubalama, avec le concours rédactionnel de Diane Balaka, Keren Kankolongo et Gauthier Kiesi. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h. Bobo Samba, demain à 20h, sous Zingo. Moi, je vous reviens la semaine prochaine, Inch'Allah. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale.